Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux vont s'affronter dans un duel sans merci sous un thème déterminé par vos autres. Je suis Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui notre thématique c'est jeux qui peuvent se jouer en solo, en ayant comme fond le confinement et le couvre-feu de soir. C'est important de pouvoir continuer à jouer à des jeux et si on peut pas rejoindre nos amis ou avoir nos amis à la maison, on a décidé de choisir un thème qui allait regrouper des jeux où tout le monde peut jouer de chez lui, seul. Chez lui ou chez elle. Oui. Si on veut inclure tout le monde. Oui, peu importe, quel que soit votre genre ou identité, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Vous n'avez même pas besoin d'amis. Non, c'est merveilleux. Fait que même toi, tu peux jouer ça. Ouch! Ça va être pour plus tard. Avant, on va vous parler des jeux auxquels on a joué dernièrement. Récemment, vite, on a joué ensemble un jeu qui s'appelle Air, Land and Sea, de l'auteur John Perry, qui a été publié par les éditions Arcane Wonders et qui a été illustré par Valerio Buonfantino et Stephen Gibson. C'est un jeu avec une thématique sur la Deuxième Guerre mondiale, mais au final, le thème n'est pas si important. Là. Dans le fond, c'est un petit jeu de cartes. Il y a 18 cartes. Il y a 3 champs de bataille, 3 théâtres. Pour gagner une manche, le but, c'est de gagner 2 des 3 théâtres, qui sont l'air, la mer et la terre, ou Air, Land and Sea. Thématique. C'est concept. Chaque théâtre va avoir 6 cartes qui vont lui être associées. Puis au début de la ronde, on va passer 6 cartes à chaque personne. Fait qu'il y a 6 cartes, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2. Fait qu'il y a 6 cartes qui sont pas en jeu à chaque fois, puis on sait le tiers des cartes qui sont en jeu, puis on a une bonne idée. C'est pas long d'apprendre toutes les cartes, qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est ça. Chaque théâtre, dans le fond, a une carte qui va de 1 à 6. Chaque carte a comme un pouvoir qui lui est associé. Là. Il y en a qui se recoupent d'un théâtre à l'autre. Il y en a si tu vas supporter un théâtre qui est adjacent, il y en a qui vont... Il y en a beaucoup qui jouent sur le flippage de cartes aussi, parce qu'un autre twist, c'est qu'on peut soit jouer une carte face ouverte dans le théâtre correspondant, ou on peut la jouer face cachée, auquel cas elle va toujours valoir 2, mais ça nous permet de jouer dans un théâtre qui est pas attitré à la carte, parce que chaque carte au départ, c'est un engin militaire qui doit être dans le théâtre dans lequel normalement il devrait être retrouvé. Fait qu'on peut pas jouer un avion dans l'eau, mais on peut le jouer dans l'eau si on la joue face cachée. Puis on peut utiliser nos autres cartes pour après ça retourner cette carte-là, puis appliquer son effet, même si elle n'est pas dans le bon théâtre. Puis il y a certaines cartes aussi qui vont nous permettre de jouer nos cartes dans d'autres théâtres, tour suivant, ou des choses comme ça. L'autre twist qui est intéressante, c'est que dans le fond, le gagnant d'une manche va gagner 6 points. Puis pour gagner la partie, il faut en gagner 12. Mais si je vois que je suis en train de perdre, je vois pas de façon que je pourrais remonter la pente, je peux décider de me retirer avant la fin d'un round. Puis ça va faire que mon adversaire va gagner moins de points. Fait que c'est un peu une question de à quel point tu peux pousser ta chance ou à quel point tu as confiance en ton jeu pour continuer à te battre sur un terrain. Parce que c'est vraiment rare, en fait, tu peux pratiquement jamais gagner les trois combats. Fait qu'il faut que tu saches quand est-ce lâcher le morceau puis avouer que tu pourras pas gagner ce théâtre-là. C'est ça, puis plus tu le fais vite, moins ton adversaire fait de points. Là. Ça peut aller de 1 à 2 jusqu'à 6 si t'attends à la dernière minute. Donc c'est ça, c'est de vraiment évaluer son jeu, savoir quand c'est le temps de se retirer, puis ça donne place aussi à des espèces de mind games. Des fois, tu peux bluffer que t'es vraiment fort dans l'espoir que ton adversaire se retire. Même si dans le fond, peut-être qu'il aurait pu gagner contre toi, mais t'as été assez Intimidant. intimidant pour le forcer à se retirer, puis il y a moyen d'aller chercher quelques rondes de cette façon-là. C'est vraiment intéressant de jouer plusieurs fois contre la même personne en succession pour justement développer une méta puis jouer dans la tête de l'adversaire. Parce qu'au final, une partie, ça dure même pas une quinzaine de minutes, ça se joue vraiment rapidement. C'est facile de le placer dans le début d'une grosse soirée de jeu quand on attend les gens. Ouais. Ben, c'est facile aussi de jouer plusieurs parties, une à la suite de l'autre. C'est un jeu qui se traîne bien aussi, c'est une toute petite boîte. Je l'ai traîné au pub quelques fois, puis ça a fait qu'on a joué 5, 6, 7 games de suite.
Fait que ça meuble bien une soirée ou ça permet de passer le temps en attendant les autres joueurs. Alors voilà, c'était Airland and Sea de l'auteur John Perry et des éditions Arcane Wonders. Sam, tantôt, tu me parlais aussi d'un jeu que tu as essayé beaucoup sur Board Game Arena, c'est ça? Non, ben celui-là, j'ai joué sur Tabletopia en fait. Parce que la situation sanitaire oblige, on joue à des jeux en ligne un peu plus souvent de ce temps-ci. D'ailleurs, je veux juste préciser, là, Vincent habite seul, donc c'est pour ça qu'il est capable de légalement venir se joindre à notre bulle familiale, puis qu'on peut enregistrer puis jouer ensemble de temps en temps. Bon point, Sam. Toujours avant le couvre-feu. Ouais. On respecte les consignes. Ceci étant dit, l'autre soir, j'ai joué à Rurik, Dawn of Kiev, de l'auteur Stan Kordonski et de l'éditeur Peacekeeper Games. Rurik, Dawn of Kiev, c'est un genre de jeu de contrôle de territoire, mais pas vraiment, puis de programmation d'action-ish. Dans le fond, il faut que tu prévois tes moves avant qu'ils s'effectuent, puis tu peux pas changer d'avis une fois que c'est enclenché. Ouais, c'est ça. La mécanique principale du jeu, c'est qu'on a, au début de partie, on a 4 meeples, puis ils ont toutes une valeur dessus. Là. On a un 1, un 2, un 4 et un 5. Puis, il y a des emplacements pour faire les actions, mais qui sont en fait comme des colonnes. Fait qu'il y a une colonne, mettons, pour créer des nouvelles unités. Puis si j'arrive à être en haut de la colonne, je vais pouvoir en faire 3. Puis si je suis en bas complètement de la colonne, ben je peux rien qu'en faire un. Puis en plus, il faut que je paye une pièce pour pouvoir faire cette action-là. Puis on a des types d'actions comme ça, là, qui sont de créer des nouvelles unités, piger des cartes, construire des bâtiments, bouger nos unités, attaquer les autres joueurs, etc. Puis règle générale, plus t'es haut dans la colonne, plus l'action est forte. Puis quand t'es dans la dernière rangée d'en bas, faut que tu... non seulement c'est moins fort, mais en plus, il faut que tu payes des ressources pour pouvoir faire l'action. Puis on a vraiment pas beaucoup d'argent dans ce jeu-là, fait que tu veux essayer d'éviter ça le plus possible. Puis la twist, c'est que on va, dans l'ordre du tour, dans le fond, chacun placer nos meeples sur les différentes colonnes. Mais à tout moment, on peut se faire bumper par les autres. S'ils mettent un meeple plus haut que le nôtre, ben il va prendre notre place en haut de la colonne. Fait que si je suis le premier à me placer dans une colonne, je me place en haut complètement. Mais si Vincent arrive après, moi j'ai placé un 1, lui il place un 2, ben moi je tombe au deuxième échelon, puis lui est au premier échelon. Puis on peut, au moment de placer notre meeple, mais seulement à ce moment-là, rajouter de l'argent dessus pour temporairement augmenter sa valeur. Fait que si je veux être premier avec mon meeple 1, je peux mettre 4 pièces dessus, puis là ça devient un meeple 5. Mais seulement au moment de le placer. Puis là, un coup que tout le monde a placé ses meeples, justement, on enlève l'argent qui est dessus. Puis après ça, dans l'ordre du tour, on va tout faire notre meeple 1. Après ça, tout faire notre meeple 2. Tout faire notre meeple 4. Tout faire notre meeple 5. Tu sais, si, mettons, j'ai besoin d'attaquer, mais que en ce moment, mes troupes sont pas sur les mêmes territoires que les autres joueurs, ben, il faut que je prévoie être capable de bouger avant de pouvoir attaquer. Fait qu'il faut que je mette mon 4 sur le bouger, puis mon 5 sur l'attaquer, par exemple. Parce que si tu fais l'inverse, tu vas attaquer sans avoir bougé. Fait que... T'as personne à attaquer, t'as perdu ton action. Fait que c'est ça, faut que tu planifies tout ton tour d'un coup, mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce que les autres joueurs vont vouloir prendre comme action, tu sais pas dans quel ordre ils vont vouloir le faire, combien ça va te coûter faire ces actions-là, lesquelles que tu veux faire le plus fort, mais aussi lesquelles tu veux faire en premier. Fait que c'est tout un casse-tête d'optimisation. Puis dans le fond, il y a comme un... Le plateau principal, c'est une genre de carte là, de l'Europe de l'Est qui est divisée en territoires. Puis chaque territoire va produire différentes ressources. Puis il y a une des actions qui est la taxation qui permet d'aller chercher ces ressources-là. Puis une des façons de faire des points dans la partie, dans le fond, c'est de ramasser les différentes ressources, puis on les place sur notre bateau. Puis dans le fond, il y a des ressources qui sont plus rares, qui ont moins d'emplacement sur le bateau pour les mettre, puis il y en a qui sont plus communes, qu'on en met plus. Puis quand on a, mettons, rempli une colonne, ben ça nous donne un revenu à chaque tour. Puis c'est aussi une façon de faire les points. Dans le fond, il y a une track qui dit tu fais tant de points si t'as tant de ressources sur ton bateau. Puis là, j'imagine que les ressources, ils reviennent pas. Ouais, ben ils sont là. Tu peux les taxer une fois par ronde, dans le fond. Fait qu'au début de chaque ronde, ils sont régénérés. Okay. Fait que t'as ça, t'as des bâtiments dans tes territoires adjacents, puis t'as des territoires que tu dois contrôler, donc être la personne qui a le plus d'armées dans ce territoire-là. Puis quand tu contrôles le territoire aussi, c'est plus facile justement de les taxer puis de bâtir des bâtiments dessus. Donc où est-ce que tu places tes armées, c'est quand même vraiment important.
Puis on peut les deux être dans le même territoire. C'est la façon qu'on peut s'attaquer, en fait. C'est que si on est les deux dans le même territoire, quand je fais une attaque, je décide que je t'attaque. Puis les combats, en fait, c'est pas vraiment des combats. C'est que si je décide que je t'attaque, automatiquement, toi, tu perds une armée. Puis moi, je pige une carte dans un deck. Puis j'ai à peu près une chance sur deux de perdre une armée aussi. Mais ces cartes-là, dans le fond, c'est des cartes qui donnent aussi. Dans le fond, c'est comme des cartes qui ont un multi-usage. Là. Il y a un usage qui ça sert juste à savoir si tu perds une armée ou pas. Puis il y en a un autre que c'est comme ça te donne une action bonus. Que tu peux jouer n'importe quand pendant ton tour, avant ou après avoir pris ton action principale, dans le fond. Cette carte-là, tu peux la ramasser en dehors, j'imagine, des combats. Une des actions, c'est d'aller chercher des cartes, dans le fond, d'en piger un certain nombre, puis d'en garder une. Mais les autres, tu les remets sur le dessus du paquet. Dans l'ordre que tu veux. Fait que tu sais si le prochain qui va attaquer, est-ce qu'il va perdre une armée ou pas. Puis ça, c'est une action que j'ai un peu négligée dans la partie que j'ai jouée, puis ça m'a coûté cher à la fin parce que justement, les autres, un, ils savaient un peu quand attaquer puis quand il fallait pas qu'ils le fassent. Puis deux, c'est qu'au dernier tour, ils ont joué toutes ces cartes-là, fait qu'ils ont eu plein d'actions bonus dans le dernier tour qui sont venus comme un peu scraper ma stratégie, puis qui a fait que je me suis fait. Tu sais, je pensais que j'allais réussir à contrôler 5 territoires, mettons, à la fin de la partie, puis finalement, ça a été 3. Ouais, les actions supplémentaires, c'est jamais à négliger. Exact. Puis, tu sais, c'est un jeu où les scores sont pas hauts. Là. Nous autres, ça avait fini entre 12 et 20 points, quelque chose comme ça. Là. Ça a l'air d'être un jeu quand même cool. Là. Je vois ici qu'au final, c'est 4 tours. Ouais, il y a 4 rounds. Puis, dans le fond, au troisième et au quatrième round, on a un meeple de plus. Fait qu'on a pas beaucoup d'actions à chaque tour. Pas beaucoup de tours. Mais comme chaque action est vraiment importante. Dernier petit point, dans le fond, au début de la partie, on a chacun un leader, qui est comme une armée spéciale, qui donne un pouvoir dans le territoire dans lequel il est présent. Là. Il y en a, par exemple, ils vont gagner la majorité, même s'ils sont égales. D'autres, moi, celui que j'avais quand j'attaquais les autres, je leur volais une pièce en plus. Fait que c'est ce genre de petit pouvoir-là. Alors voilà, c'était Rurik, Dawn of Kiev, de Stan Kordonski et Peacekeeper Games. Donc, pour ce qui est d'un autre jeu qu'on a joué aussi récemment, on va vous parler de Whitehall Mystery, conçu par Gabriel Marie, Juan Luca Santopietro, illustré par Alan D'Amico et Juan Luca Santopietro, qui a été publié par Gnocchi Unity. Ouais, on passe de Kiev médiéval à un Londres victorien. Où au final, les joueurs, c'est un jeu compétitif, mais aussi un aspect co-op. C'est un peu, on a une équipe d'enquêteurs qui doivent essayer d'attraper Jack l'Éventreur, qui est un joueur en... Ouais, c'est ça, c'est un contre tous, dans le fond. Mm. Le joueur qui a Jack l'Éventreur, dans le fond, au début de la partie, le plateau, c'est une carte de Londres avec tout plein de numéros dessus, puis c'est séparé en 5 quartiers. Il y a un quartier central, puis il y a les 4 coins de la carte. Puis, en début de partie, Jack doit décider d'un emplacement dans chacun des 4 quartiers dans les coins où il va laisser une partie du cadavre de sa dernière victime. C'est un peu macabre. Un peu. Ben, c'est Jack l'Éventreur, là. Mais bref, c'est ça. Il y a 4 endroits qu'il devra visiter pendant la partie. Puis en fait, il y en a 3 parce qu'il y en a un des 4 que c'est là où il va commencer la partie. Dans le fond, il va y avoir 15 tours pour se rendre du point où ce qu'il est à un des 3 autres. Puis c'est ça, les enquêteurs vont savoir où est-ce qu'il a commencé, mais ils savent aucunement où est-ce qu'il doit finir. Puis où est-ce qu'il s'en va après. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il va devoir passer au travers des différents quartiers. C'est ça. Puis à chaque tour, dans le fond, on va bouger d'un quartier à l'autre. Puis chaque quartier, dans le fond, est comme relié par des chemins pointillés qui permettent de dire que, mettons, quand je pars de 2, ben, je peux aller à 3, 4, 6 ou 8, par exemple. Puis entre les différents cercles avec les chiffres, il va y avoir des petits carrés où est-ce que les enquêteurs peuvent se trouver. Puis eux, à leur tour, dans le fond, ils vont se déplacer de 1 ou 2 carrés, mais l'équipe des enquêteurs a toujours 3 pions à bouger de cette façon-là. Puis dans le fond, l'objectif des enquêteurs, ça va être de soit couper le chemin de Jack, parce qu'il peut pas passer au travers d'eux, ou bien ça va être d'identifier des traces de son passage. Les enquêteurs peuvent retracer le chemin de Jack en demandant au meurtrier s'il est passé par un des cercles qui entourent le carré où est situé l'enquêteur. Puis dans le fond, ils peuvent demander à chaque cercle qui les entoure si Jack est passé par là, jusqu'à temps que Jack dise oui, j'ai passé par là.
C'est ça. Puis la deuxième action qu'ils peuvent faire, en fait, c'est choisir un cercle en particulier puis dire je fais une arrestation à cet endroit-là. Puis là, si Jack se trouvait là ce tour-ci, ça met fin à la partie puis les enquêteurs ont gagné. Puis sinon, ben, on n'a aucune nouvelle information. On sait pas s'il est passé par là avant ou pas. On sait juste qu'il est pas là à ce moment-là. Puis le tour de cet enquêteur-là s'arrête. Fait que c'est ça, c'est un peu un jeu de déduction où on essaye de comprendre par où, essayer de suivre, dans le fond, un opposant qui est invisible. Puis il faut essayer de s'imaginer par quel chemin il va passer pour essayer de l'encercler. Parce qu'il y a moyen de séquestrer le meurtrier pour faire en sorte qu'il soit pas capable de compléter sa mission en dedans du nombre de tours qui est imposé. C'est ça, parce que au fur et à mesure que la partie avance, les possibilités de où est-ce que le prochain endroit ciblé peut être diminuent, parce qu'au début, ça peut être dans les 3 autres quartiers, après ça, il en reste juste 2, puis après ça, il en reste juste un. Fait qu'on sait qu'il va aller là, on sait qu'il y a juste 15 tours pour aller là, puis on sait qu'il peut juste se déplacer de un cercle par tour. À moins qu'il utilise, dans le fond, Jack, il y a comme 3 cartes de déplacement spécial qu'il peut utiliser 2 fois chacune pendant la partie. Là. Certaines qui permettent de se déplacer doublement, puis de passer au travers des enquêteurs. D'autres qui permettent de passer par les ruelles, fait que de prendre un chemin. Qui n'existe pas vraiment. C'est ça. Puis un autre qui permet de prendre le bateau, mais comme seulement à certains endroits précis sur la carte qui sont identifiés tels quels. Traverser la Tamise. Puis les enquêteurs ont aussi chacun un petit pouvoir spécial qu'ils peuvent utiliser une fois par partie, là, qui permet aussi de se déplacer ou de chercher plus. Là. Fait que c'est un petit jeu de chat et de la souris, puis qui est vraiment différent. C'est une expérience vraiment différente quand on joue d'un côté ou de l'autre. Là. Quand t'es Jack, c'est vraiment stressant, surtout quand les autres sont. Ils savent pas t'es où, mais ils sont vraiment proches de toi, puis là tu te demandes comment tu vas faire pour passer à côté sans qu'ils te remarquent ou t'espères qu'ils vont aller dans la mauvaise direction. Ils hésitent entre deux, puis là, tu veux dire prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là, mais il faut que tu gardes ta poker face, il faut pas que ça paraisse que t'es en train de tuer ta vie à l'intérieur. Ouais, faut pas que tu dévoiles trop d'informations par ton non-verbal. Mais au moins, le jeu vient avec un espèce de petit écran en carton là, qui a la map qui est la même que sur le board, dans le fond. Fait que tu peux regarder où est-ce que t'es puis par où passer sans que tes yeux trahissent ce que tu regardes exactement. Puis tu peux aussi te cacher la face derrière quand tu as le goût de rire ou de pleurer. Malheureusement, dans les deux cas, ça va pas couvrir le son. Donc c'était Whitehall Mystery de Gabriele Marie et Gianluca Santopietro. Des éditions Gnocchi Unity. Fait que rapidement, avant qu'on passe au duel, je veux juste donner ma shortlist des jeux que j'aime en solo. Là, je suis pas un gros joueur solo, mais il y en a quelques-uns que j'apprécie plus que d'autres. Rapidement, Warp's Edge, que j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Vicomte et Paladin du Royaume de l'Ouest, qu'on a aussi parlé précédemment. Sight, qui était le jeu préféré de Vincent, qui est un automa qui est quand même... il a l'air dur à gérer au début, puis pas facile à apprendre, mais après quelques tours, ça coule bien, fait que c'est le fun pour ça. Régicide, d'ailleurs, dans l'application, tu peux acheter quelques dollars pour pouvoir jouer en mode solo sans avoir de cartes. Là. Ça brasse les cartes pour toi et tout ça. J'ai fait beaucoup de parties depuis le début de l'année, depuis que j'ai découvert ça. Toi, est-ce que t'en as qui ont fait ton shortlist? Ouais, je te dirais que Cthulhu Death May Die, j'en ai abusé pendant le premier confinement. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup joué aussi à Mansion of Madness, que j'ai défendu la dernière fois. Que même si toi t'apprécies pas bien, pas beaucoup, Ben, qu'est-ce que j'avais dit justement, c'est que je l'aimerais peut-être en solo. ouais, c'est cool, là. Moi, je l'aime tout court, mais c'en est un, c'est ça que j'ai joué quand même pas mal aussi. Faut que je rejoue aussi. Encore, c'est un autre dungeon crawl. Au final, j'ai juste donné des dungeon crawl en solo, mais le prochain que j'avais nommé, c'est Mice and Mystics, qu'il faut que je rejoue prochainement. Je pense que j'aimerais Gloomhaven en solo aussi. En fait, la plupart des dungeon crawls se prêtent bien à cette expérience-là. Ouais, c'est facile aussi de soit jouer plusieurs personnages s'il y en a plusieurs à jouer. Et ça s'apprête vraiment bien, oui. Ouais, ben, la plupart des jeux coop, à moins qu'il y ait de l'information cachée, se prêtent bien à jouer solo, là. Maintenant, on arrive au plat de résistance. De mon côté, je vais défendre le jeu V Commando, aussi connu sous le nom de V Sabotage. Toi, Sam, tu vas défendre. Ouais, moi ça va être Spirit Island. Donc, je vais commencer avec mon jeu. C'est toi qui commence. C'est tout le temps moi? Ben, je peux te le laisser. Non, c'est correct. Ben, je peux te laisser une chance, parce que sinon, c'est parce que j'ai un avantage tactique. Oh. Oh.
Donc Spirit Island de R. Eric Royce et des éditions Greater Than Games. C'était dans mon top 5 pour ceux qui ont écouté l'épisode 1. Numéro 2 en fait, donc deuxième jeu préféré. Moi qui aime pas les co-op d'habitude. Vraiment pas, en plus. Ça m'a vraiment surpris quand tu m'en as parlé, parce que d'habitude, c'est moi qui arrivais avec des jeux coop. C'était comme, ah, ouais, c'est correct. Puis là, à un moment donné, tu m'es arrivé, genre, je vais te faire essayer Spirit Island. Puis... Ben, au risque de répéter ce que j'ai dit en parlant de Mansion of Madness dans notre épisode 5, plein de callbacks aujourd'hui. Les jeux coop, j'aime ça quand chacun peut prendre ses propres décisions puis qu'il y a vraiment une coopération puis que c'est pas comme un joueur qui peut, à lui seul ou elle seule, tout trouver la solution optimale puis dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais tu peux faire ça dans Spirit Island aussi. Ben, tu pourrais théoriquement, mais le jeu est tellement d'informations à gérer puis de choses à tracer que tu peux. C'est quand même assez. Le jeu est assez complexe puis t'as ton puzzle à toi à solver, à résoudre puis à t'occuper que t'as pas le temps justement de dire à l'autre à côté qui est pas bon puis qui devrait faire ça à la place. Parce que dans les autres jeux coop, t'as le temps de dire aux autres qui sont pas bons. Tu sais, ça, c'est bon pour la Ouais, j'ai le coopération. temps de le penser en tout cas. Là, on commence déjà à débattre, mais t'as même pas expliqué comment que le jeu joue. Spirit Island, tagline du jeu, en fait, c'est a cooperative settler destruction game. Fait que c'est un jeu qui, dans le fond, l'auteur voulait un peu, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui ont pour thème le colonialisme, puis on est des puissances coloniales qui viennent s'installer à quelque part, puis exploiter le territoire, puis tout ça, puis il voulait un peu retourner ça sur sa tête. Fait que dans ce jeu-là, on est les esprits d'une île. C'est une île fictive où les colons essayent de venir s'installer, puis on va, dans le fond, essayer de les chasser de l'île en aidant les natifs qui s'appellent les Dahan. Donc c'est un peuple qui a été créé pour le jeu. Mais les forces coloniales qui arrivent, c'est vraiment des vraies nations européennes. Là. Fait que t'as la Suède, l'Angleterre, la France, la Prusse. Fait qu'on a un peu une dichotomie là, où les colons sont basés sur des trucs qui sont vraiment arrivés, mais les esprits, ben, puis les natifs sont comme un amalgame de plein de folklore puis de légendes qui sont rien, qui existent pour vrai, mais qui peuvent évoquer, dans le fond, n'importe quelle tribu qui se fait envahir par des étrangers. Ouais, mais l'auteur a vraiment fait des recherches très poussées sur le sujet avant de faire le jeu, puis il y a comme tout un... Tu sais, le jeu, dans le manuel de règles, il y a toute une histoire de l'île, puis de la relation entre les esprits et les Daan, puis que c'est pas la première fois que les colons essayent d'envahir, puis tout ça, puis tu vois que l'univers est vraiment riche, puis comme... J'ai déjà écouté des entrevues avec l'auteur, puis tu vois que dans sa tête, il y a toute une grosse histoire qui a été écrite puis inventée, puis le jeu, c'est comme juste la pointe de l'iceberg que tu vois. Fait que tu vois que t'es dans un monde qui existe pour vrai, mais tu crées tes propres histoires au fur et à mesure de la partie. Ce que je trouve vraiment cool, justement. C'est que tu vois que c'est profond, mais tu vois juste la surface, puis c'est à toi de comme inventer les détails, puis de créer ta propre histoire. T'es vraiment convaincu, en tout cas. Moi, j'étais moins... parce que j'ai joué quelques parties aussi. J'ai peut-être été un peu moins au courant de toute cette mythologie-là, puis j'ai juste apprécié le jeu pour la mécanique, puis... Ouais, les mécaniques sont vraiment solides aussi. Je pense que ça aide à vouloir nerd out sur le jeu. Là. D'ailleurs, il y a des podcasts qui existent qui font que parler de ce jeu-là. Là. Tellement il y a une grosse profondeur puis une rejouabilité qui est presque infinie. Là. Dans le fond, chaque joueur va incarner un esprit différent. Puis chaque esprit a vraiment son style de jeu qui lui est propre, puis ses pouvoirs particuliers. Dans le fond, on va commencer la partie. On va avoir une main de cartes qui va être. On va avoir seulement 4 cartes pour la plupart des esprits. Là. Tout ce que je vais dire, en fait, il y a probablement un esprit qui est une exception puis qui brise une de ces règles-là. Là, mais je vais parler en termes généraux, puis je vais arrêter de dire sauf exception, là, parce que sinon, ça va être juste ça le podcast. Ouais, parce que c'est vrai que chaque esprit est vraiment différent les uns des autres, puis même t'as des modes de jeu différents qui renversent les règles, puis qui changent un peu comment ça se passe. C'est ça. Dans le fond, on a un core qui est très solide, puis qui marche super bien, mais qu'on peut juste aller
faire des petites modifications, justement, soit avec les esprits, soit avec les adversaires, puis qui vont changer l'expérience de jeu, mais sans vraiment changer les règles, ou juste modifier une règle assez pour complètement tout changer, mais pas. Tu sais, ça feel différent, mais c'est pas tant de nouvelles choses à apprendre. C'est comme le meilleur des deux mondes. Fait que ouais, c'est ça. On commence, on a juste 4 cartes, puis on est super faible. Il y a des envahisseurs qui arrivent sur l'île. Dans le fond, la façon que les ennemis fonctionnent, c'est qu'ils vont explorer, ensuite ils vont bâtir, puis ensuite ils vont ravager. Puis on peut prévoir, dans le fond, où est-ce qu'ils explorent, on sait qu'un tour plus tard, ils vont builder là, ils vont construire, puis au tour suivant, ils vont ravager. Donc, si on est capable de briser la chaîne à n'importe quel moment, mais on peut éviter les ravages, qui sont un peu une des façons de perdre le jeu, en fait. C'est que si l'envahisseur fait trop de ravages sur l'île, ça va créer de la pollution, puis si on perd le contrôle de ça, puis que l'île se ramasse trop polluée, ben, on perd la partie. Fait que c'est ça. En début de partie, on est faible. On fait juste comme essayer de se garder la tête hors de l'eau, éteindre le plus de feu qu'on peut, mais comme contenir les pires plus que les éteindre en fait. Au fur et à mesure que les tours avancent, dans le fond, à chaque début de tour, il y a une phase qui s'appelle le growth, où ce que là, notre esprit devient plus fort. On rajoute des présences sur le board, pige une nouvelle carte. Fait que c'est ça. De tour en tour, on devient de plus en plus fort, de plus en plus apte à combattre l'envahisseur, mais l'envahisseur aussi, plus la partie avance, plus il va devenir fort aussi. Au début, il va affecter un seul des 4 types de terrain, puis après ça va être un type de terrain plus autre chose, qui est une règle particulière à chacun des envahisseurs. Puis en fin de partie, ben, c'est 2 types de terrain à la fois. Fait que, il y a vraiment une escalade dans la force de notre adversaire, mais dans notre force à nous aussi. Fait qu'on on commence super faible. À un moment donné, on vient à peu près moyen, puis on peut comme éteindre les feux au même rythme qu'ils s'allument. Puis là, si on est capable de se rendre juste assez plus loin pour devenir assez fort, ben là, on peut utiliser notre pouvoir à son plein potentiel, puis anéantir les l'ennemi envahisseurs. avec panache. Il y a aussi une autre façon de gagner qui est cool, parce que dans la partie que j'ai jouée récemment, on les a pas vraiment anéantis, mais on a été capable de les terroriser suffisamment qu'ils se sont poussés de l'île. C'est ça, parce que quand on commence la partie, pour gagner, il faut absolument tout détruire. Mais au fur et à mesure qu'on détruit les affaires puis qu'on utilise des pouvoirs qui génèrent de la peur, on va gagner des cartes qui vont nous aider à combattre l'envahisseur. Dans le fond, c'est des cartes qui représentent un peu les réactions que les envahisseurs ont parce qu'ils ont peur, ils se poussent ou ils s'attaquent entre eux ou des trucs comme ça. Dépendamment du niveau de difficulté, on va avoir un certain nombre de cartes comme ça à passer. Puis quand on en a passé assez, on passe au niveau de terreur supérieur. Puis là, ça facilite notre condition de victoire. Puis si on en fait assez, ben, on peut gagner de cette façon-là. Dans le fond, ils ont tellement peur qu'ils se poussent, peu importe. C'est ça, puis les stratégies de victoire vont varier en fonction des... là, on peut parler du jeu solo, mais il se joue pas juste en solo, il peut se jouer aussi coopérativement. Ouais, Puis selon l'équipe d'esprit, c'est comme les Avengers des esprits, selon ceux-là qu'on a choisis, ben, il y a des façons de gagner qui peuvent être plus faciles qu'une autre. ouais. Ben moi, je suis rendu à un point que je préfère le jouer en solo plutôt qu'avec d'autres joueurs, parce que je trouve que ça va plus vite, puis tu sais, j'ai plus l'occasion de jouer à des niveaux de difficulté vraiment plus haut, puis là, il faut vraiment une coordination parfaite entre les différents esprits pour pouvoir espérer gagner. Fait que tu sais, ça pourrait se faire en multijoueur, mais tu sais, ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps, puis plus de discussion, puis ça fait que c'est des parties qui peuvent devenir plus longues. Mais quand je joue en solo, d'habitude, c'est comme une partie à 2 joueurs où ce que je contrôle les 2 mains. Mais tu sais, je l'ai faite avec un seul esprit aussi. Ça marche, c'est rapide. Mais je trouve qu'il manque de quoi parce que justement, Il n'y a pas d'interaction. Ouais. ça, les synergies entre les différents esprits, c'est vraiment ça qui est la beauté du jeu, je trouve. Parce que chacun a ses forces, ses faiblesses. Fait que tu peux comme compenser la faiblesse de un en prenant un esprit qui le complémente bien. Fait que à peu près n'importe qui est capable de faire n'importe quoi parce que dans le fond, quand on gagne une nouvelle carte, on les pige dans un deck commun. On en pige 4 puis on en choisit une qui fit avec notre stratégie puis notre deck. Fait que tout le monde est capable de faire un peu de tout, mais Il y a des choses que certains esprits font beaucoup mieux que d'autres de façon naturelle. c'est ça parce que il y a 8 éléments différents, puis chaque carte va en avoir entre 2 et 4 généralement. Puis dans le fond, chaque esprit a son pouvoir inné qui va pouvoir déclencher si on a atteint un certain
niveau... Dans le fond, on a un pouvoir qui est plus faible si j'ai un feu puis une plante, mais si j'ai 2 feux, 3 plantes, ben le pouvoir, en plus, on rajoute un autre effet où il devient un autre effet plus fort. Fait qu'au début de la partie, on a juste 1 ou 2 cartes qu'on peut jouer, fait que ces pouvoirs-là, c'est plus dur de les utiliser. Puis au fur et à mesure que la partie avance, on peut jouer de plus en plus de cartes, on peut acheter de nouvelles cartes qui vont avoir plus d'éléments. Puis c'est ça, c'est que la bonne stratégie, souvent, c'est d'aller chercher des cartes qui fit avec les éléments dont on a besoin pour nos pouvoirs innés. Puis le jeu est tellement bien fait, justement, que, tu sais, les pouvoirs qui ont du feu, il y a certains éléments thématiques, mais il y a aussi certains éléments mécaniques qui sont associés à ça. Tu sais, ça va souvent être du dommage, de l'attaque sur les ennemis, tandis que la peur, ben, ça va être plus associé à la lune. Des trucs plus rapides, ça va être associé au vent. Des trucs plus défensifs, ça va être associé à la pierre. Fait que c'est ça, le thème est vraiment vivant, puis vient bien compléter les mécaniques, je trouve. Tu sais, toutes les cartes, ils ont des noms vraiment évocateurs, là. Puis c'est ça, les noms des esprits aussi, c'est des noms comme River Surge in the Sunlight, Volcano Looming Eye. Tu sais, ça, c'est dans le lore du jeu, dans le fond, c'est les noms que les natifs ont trouvés pour décrire ces esprits-là, parce que, dans le fond, leur vrai nom, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les petits humains que nous sommes. En fait, c'est que c'est dur de faire le tour de l'ensemble des mécaniques parce que chaque esprit amène ses spécificités qui font que tu vas jouer tellement de façons différentes. Tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai pris un esprit, il pouvait pas faire de dégâts. C'était comme son pouvoir passif, c'est il peut pas faire de dégâts, mais à chaque fois qu'il ferait des dégâts, il fait de la peur à la place. Ouais, parce que l'esprit s'appelle Bringer of Dreams and Nightmares. Fait que tous les pouvoirs que tu fais, dans le fond, c'est pas arrivé pour vrai, c'est juste que tu fais faire des cauchemars aux envahisseurs, que, oh, il pourrait y avoir un tremblement de terre qui détruit notre ville. Fait qu'on a vraiment peur que ça arrive après. Fait que c'est ça, fait que c'est dur un peu de passer au travers de tout ce qui peut se passer parce qu'il y a vraiment beaucoup de variabilité, puis tu sais, il y a des effets supplémentaires que chaque esprit amène sur la table. Puis ça crée vraiment une variété puis une profondeur au jeu qui est assez incroyable, là. Dans le jeu de base, je pense qu'il y a 8 esprits. Avec toutes les expansions puis les promos sont rendus à 24 maintenant. J'ai entendu dire entre les branches qu'il y a d'autres expansions qui sont en cours de développement. Donc l'auteur a dit qu'en fait qu'il voulait en faire une qui était plus ciblée sur les Dahan, donc les natifs. Je serais pas surpris, tu sais, qu'ils nous sortent des nouveaux adversaires puis des nouveaux esprits aussi, parce que il y a encore de l'espace pour s'amuser avec ça, je pense. Les nouveaux qui sont sortis dans la dernière expansion, qui était Jagged Earth, sont vraiment plus funky, plus out of the box. Donc c'est des nouveaux esprits qui ont des mécaniques vraiment flyées. Il y en a un qui c'est un peu construit ton propre esprit, là. T'as comme le choix entre quand tu places des nouvelles présences, là, c'est un peu la mécanique de base du jeu, c'est que tu places des nouvelles présences pour te débloquer des nouvelles capacités. Ben celui-là, toutes les fois que tu le fais, ben t'as tout le temps le choix entre 2 pouvoirs. Puis il y a à peu près, tu sais, la plupart ont 2 ou peut-être 3 pouvoirs innés. Ben lui, il va en avoir 7, 8, mais qui vont tous dépendre des éléments différents. Fait que tu t'adaptes à la situation, puis aux cartes que tu piges, puis tu sais, l'esprit s'appelle Starlight Seeks Its Form, là. Fait que c'est comme un nouvel esprit qui vient d'apparaître sur l'île, puis qui se cherche un peu encore. Fait que ses pouvoirs sont un peu En en mutation. mutation, en flow. Fait que là, c'est d'aider cet esprit-là à se diriger, puis à se créer une personnalité. Puis ça, c'est un aspect, en fait, qu'il y a un peu avec tous les esprits, parce que un autre truc que j'ai pas encore parlé, c'est quand tu gagnes une nouvelle carte, tu as le choix entre les pouvoirs mineurs ou les pouvoirs majeurs. Puis quand tu gagnes un pouvoir majeur, c'est des pouvoirs qui coûtent plus cher en énergie, mais qui ont des effets vraiment plus puissants. Puis à toutes les fois que tu gagnes un pouvoir majeur, tu dois oublier une de tes cartes que tu as déjà. Fait que tu la trash de ton deck. Fait que c'est comme ça représente un peu ton esprit qui développe des nouveaux pouvoirs, mais qui est obligé de comme tu sais qui grow, qui a du développement, ouais, qui s'épanouit, qui a du développement personnel. Puis là il est obligé de laisser une partie de lui derrière parce que là, il est trop impliqué dans ce conflit avec l'envahisseur. Puis ça va le changer à tout jamais. C'est pas éthique, Sam. Ben, pour vrai, c'est le jeu inspire ce genre d'histoire-là. Puis, en tout cas, moi, je trouve, là. Peut-être que toi, t'as pas eu cette expérience-là, apparemment. Ben, je veux dire, j'ai bien aimé le jeu, là, mais je suis pas autant envoûté par toute la mythologie, puis j'allais dire,
Mais t'as pas lu les règles, hein? Dans le fond, c'est moi qui t'ai montré le jeu, je pense. Oui, mais à un moment donné, on a aussi, dans l'autre partie avec laquelle j'ai joué, j'étais l'autre joueur qui avait comme plus d'expérience, puis on a peut-être moins été dans le lore ou le mystique. Ben, j'avoue que moi, quand je montre le jeu aux autres, je m'enfarge pas dans tous ces détails-là de thématiques. C'est plus, tu sais, comme je l'apprécie justement quand je joue en solo. Là, je suis dans ma tête, je fais une petite histoire, puis je peux apprécier cet aspect-là qui est un peu présent, comme je disais, dans le livre de règlement. Tu le vois aussi l'auteur est assez actif sur les forums, justement, puis il va expliquer c'est quoi les décisions thématiques derrière les mécaniques, puis tout ça, puis c'est vraiment intéressant de le lire sur ce sujet-là. Souvent sur Burning Geek, il y a ça, là, les Designer Diary qui appellent. Là. Fait que parce que les auteurs vont un peu expliquer pourquoi ils ont fait un jeu, pourquoi une mécanique fonctionne comme ça plutôt que d'une autre façon, puis tout ça. Fait que quand on aime un jeu, ça peut être assez cool d'aller lire ces trucs-là. Puis bon, en tout cas, moi j'ai assez aimé ce jeu-là pour me lancer là-dedans. Ce que je fais pas avec tous les jeux. Fait qu'avant que Sam commence à nous parler de sa fanfiction de Spirit Island, on va passer à mon côté du duel. Moi, je vais parler du jeu V-Commando, qui a été designé par Thibaut Delatouane, dessiné par Vincent Philippiac et Bruno Tati, aux éditions Triton Noir. Donc, ce jeu-là a touché un peu une corde nostalgique chez moi, parce qu'il me faisait penser beaucoup aux jeux vidéo de 1998, Commandos Behind Enemy Lines, où dans le fond, il y a certains parallèles qu'on peut faire. Au final, on a un groupe de commandos qui doivent effectuer des missions en terrain ennemi et où la furtivité est la clé de la victoire. Donc, on a une escouade qui est composée de différents personnages qui ont différentes spécialités, qui sont équipés avec différentes armes et équipements, qui vont avoir un objectif à accomplir sur un terrain qui leur est donné. La grosse différence avec le jeu vidéo, par contre, c'est qu'on va choisir nous-mêmes les commandos qu'on veut amener pour chaque mission. Ouais, on va avoir une idée du terrain sur lequel il va falloir manœuvrer. On va choisir notre équipe, puis il va falloir exécuter l'opération. De façon générale, nos personnages, c'est ça, vont avoir chacun une arme, puis ils vont devoir se déplacer sur des tuiles. Des tuiles qui vont avoir de différentes tailles, qui vont permettre à nos personnages de soit se déplacer furtivement ou d'être potentiellement détectés. S'ils se promènent sur un terrain qui est grand et ouvert, ils vont pouvoir être vus. S'ils se promènent sur des endroits plus restreints, ils vont pouvoir plus facilement être cachés. Et ils vont devoir se déplacer à travers des ennemis qui vont pouvoir attaquer ou tout simplement éviter pour aller accomplir leur mission. Leur mission qui peut être d'escorter un personnage important, peut être de faire exploser une cible tactique ou de désactiver une machine quelconque qui est située sur le terrain. Ouais, ça va souvent tourner autour de détruire quelque chose ou aller récupérer quelque chose puis l'amener du point A au point B. C'est ça. Puis la mission commence, on est infiltré sur le terrain et il faut aussi pouvoir sortir du terrain via une trappe qui va devoir être ouverte. Sur la carte, il va aussi avoir des ennemis qui vont progressivement vont avoir des renforcements. Ouais, je pense que ça vaudrait la peine d'expliquer la structure d'un tour. Dans le fond, la première chose qu'on fait, justement, c'est virer une de ces cartes-là, qui va nous indiquer dans quelle direction les ennemis vont aller. Mais des fois, non. Des fois, ça peut rester une surprise. Puis qui va aussi rajouter une règle spéciale pour ce tour-ci. Fait que c'est un petit truc thématique, là, du genre c'est une fausse alarme, fait que finalement l'alarme est pas déclenchée ou des trucs comme ça. Fait que une petite condition, si la condition est respectée, on applique cette règle-là à ce tour-ci, qui va nous rendre la vie plus ou moins facile. Parce que des fois, on a des conditions qui peuvent vraiment être avantageuses pour nous, mais d'autres qui peuvent être vraiment délétères. Après ça, on fait les actions de nos commandos. Chaque commando a 3 actions par tour. Puis chacune des actions qu'on peut effectuer va avoir un coût en action, parce qu'on a des actions qui vont coûter une action, mais on a des actions qui vont en coûter 2, ou même des fois 3. Puis une fois qu'on va avoir fait toutes nos actions, ça va être le tour ennemi. Je pense que c'est important de dire que chaque commando doit faire toutes ses actions avant qu'un autre puisse agir. Ouais. Mais on peut faire jouer chacun des commandos dans l'ordre qu'on fait. Si le premier round, on décide que c'est le médecin, l'éclaireur, puis l'officier, le tour d'après, on peut dire ça va être l'officier, l'éclaireur, le médecin. Ça, on peut jouer avec ça. On a quand même un certain niveau de flexibilité. Puis c'est assez important, en fait, de bien choisir dans quel ordre on va effectuer nos différentes actions parce que les personnages sont très différents les uns des autres, puis leur force faut pouvoir exploiter la force de ces différents personnages-là. Il y en a qui sont capables, qui ont des armes qui sont avec silencieux, qui nous permettent de tuer des ennemis
sans être détecté, parce que la détection, c'est vraiment important. Parce que si jamais on est détecté, l'alarme est déclenchée. Le fait que l'alarme soit déclenchée, ça fait que les ennemis vont arriver en renforcement beaucoup plus nombreux. Et lorsqu'un commando est visible, les ennemis vont se déplacer en priorité vers ce commando qui est visible. Fait que c'est pour ça encore que la furtivité est importante, parce que de un, si on est capable de faire en sorte que l'alarme n'est pas déclenchée, on réduit le nombre d'ennemis qui vont s'ajouter à chaque tour, puis on n'est pas aussi spécialement pris pour cible dans ce temps-là. Donc, on peut être détecté soit parce qu'on a utilisé une action bruyante, on peut être aussi détecté si, en assassinant un ennemi, dans le fond, quand on assassine un ennemi, on pige un jeton d'une réserve qui peut, dans le fond, faire en sorte qu'on est révélé. Puis, quand on avance sur la tuile avec une tuile avec un ennemi, on a aussi un test de furtivité, qui est en fait un roulement de dés. Fait que je suis particulièrement mauvais pour réussir mes tests de furtivité. Tu roules beaucoup de 1 et de 2. Ouais, c'est ça, en plus, c'est ça. On a comme un tiers de chance d'être vu. Généralement, je suis tout le temps vu. Fait que je planifie mon tour en fonction d'être vu. C'est sage. Puis c'est ça. Mais une fois qu'on est détecté, il y a quand même moyen d'arrêter l'alarme. Ce qui fait que justement, l'afflux des ennemis va revenir normal. Puis on sera plus non plus suivi par les ennemis. Ce que je trouve cool aussi, c'est que le tour des ennemis est vraiment super facile à gérer. Ouais, ça prend pas de temps parce que c'est... Dans le fond, les ennemis, ils se déplacent de 1 dans une direction. S'il y a un commando visible, il se rapproche le plus possible. Sinon, tu suis la carte événement. Ça te dit dans quelle direction qu'ils essaient de bouger. Est-ce qu'ils peuvent aller par là? Non, ils bougent pas. Oui, ils bougent. Puis au niveau renforcement, c'est ça. On a un pool de jetons qui correspond aux ennemis. On pioche un jeton, on le met sur le tableau. Ça nous dit l'ennemi qui va arriver. On peut aussi, des fois, avoir des ennemis spéciaux qui vont arriver, qui font en sorte que c'est des ennemis souvent qui font plus mal, qui font des dégâts plus élevés. Puis aussi, on peut avoir un jeton qui indique qu'il n'y a pas d'ennemi qui arrive, mais ce que ça fait, c'est que ça rajoute un ennemi qui est plus fort dans le pool d'ennemis qui peut potentiellement apparaître. Fait que c'est ça, on a un petit sourcil ce tour-ci, mais les prochains qui vont arriver ont plus de chances d'être plus badass. Ouais. Il y a un système de blessure aussi qui est intéressant, je trouve, parce qu'au départ, chaque personnage a 3 actions disponibles. Il peut aussi économiser une action si on décide de dire « Ok, je vais jouer juste 2 actions ce tour-ci, mais je vais me garder une action supplémentaire pour le tour d'après. » On peut faire ça. Ça, c'est vraiment important parce que non seulement tu peux l'utiliser au tour d'après, mais tu peux l'utiliser pendant la phase ennemie, justement. Que ce soit avant qu'il bouge ou avant qu'il tire, pour réagir à ce qu'ils viennent de faire. Comme par exemple, s'il se déplace sur ta case puis que là, t'as échoué ton jet de furtivité, ben tu peux utiliser ton action supplémentaire pour tout de suite tirer sur l'ennemi avant qu'il ait une chance de te tirer dessus. C'est ça. Je vous dirais que dans ce jeu-là, tu perds pas tes actions. Chaque action est vraiment importante, puis ça fait vraiment mal d'en perdre une. Parce que si on c'est vraiment un gros casse-tête aussi, dans le sens où tout est révélé. Tu sais dès le début où il faut que tu ailles. Tu sais qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton objectif. Puis tu peux calculer vraiment, tu sais, au tour près, qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas beaucoup d'éléments aléatoires, à part le jet de dés pour la furtivité puis pour le tir. Parce que sinon, pour le reste, c'est assez déterministique. Ben, il y a les ennemis qui arrivent, mais aussi les jetons quand t'es dessus. C'est quoi l'équipement qui tombe, là. Ouais. Tu sais, tu peux te faire révéler, tu peux pogner des grenades. Tu sais, des fois, t'as besoin d'un medpack, par exemple, puis là, il en tombe jamais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est que ta stratégie, tu la bases pas là-dessus jamais. Tu devrais pas, non. Mais tu peux quand même être chanceux ou malchanceux. Ouais, c'est sûr que d'être vu. Mais en même temps, pour être vu, il faut que ton ennemi, faut que l'ennemi que tu as éliminé soit sur la même tuile qu'un autre ennemi. Parce que s'il est tout seul, puis tu pognes le jeton qui dit que t'es vu, mais qu'il n'y a pas d'autres ennemis, t'es pas vu. C'est ça, t'es correct. Il y a moyen de jouer avec ça. Ouais, puis tu disais tantôt que tu dois absolument utiliser toutes tes actions. Moi, des fois, je vais skipper un tour, justement, dans l'espoir que les ennemis vont se déplacer, puis que je puisse passer après. Puis, tu sais, des fois, ça peut valoir la peine de juste temporiser, attendre qu'un ennemi soit tout seul. Parce que, tu sais, il y a des objectifs sur la carte, puis les ennemis qui sont à côté vont pas bouger. Il y en a un qui va toujours rester à côté de l'autre. Ouais, ils vont défendre les objectifs. Il y en a un qui va défendre l'alarme. Fait que des fois, tu peux attendre que, justement, tu sais, ce tour-ci, les ennemis, ils bougent pas parce qu'ils se déplacent vers l'ouest, puis là, ils peuvent pas. Mais si, tu peux espérer qu'au prochain tour, justement, ils vont aller vers l'est, puis là, ils vont sortir de la pièce où ce que t'as besoin de rentrer. Ouais, mais c'est quand même, tu sais, important tu sais, une action de plus, c'est vraiment, vraiment bien. Oui, non. Puis tout ça, en fait, c'était aussi pour arriver au point que
Je voulais parler du système de blessure, je pense qu'il y a Il y a 2 minutes. il y a un petit bout, là. Mais c'est ça, c'est que le système de blessure, c'est que quand tu te fais toucher, en fait, tu perds une action. Fait que tu peux être touché jusqu'à 3 fois pour perdre toutes tes actions. Aussi, quand tu es touché une première fois, tu peux plus avoir ton action bonus. Tu es vraiment limité à 2 actions, puis tu peux pas en sauver une pour un autre tour. Ça coûte cher. Tu le vois, tu le sens là, quand tu as ton action en moins. Puis c'est ça, tu as tes 3 actions, dans le fond, tes 3 tirs que tu es capable de décoper. Puis après ça, tu tombes en mode blessé, où là, tu peux plus rien faire jusqu'à temps que quelqu'un vienne t'aider. T'as un tour Oui. pour aller l'aider parce qu'après ça, Il décède, il est éliminé, c'est fini. Fait que c'est ça. C'est assez tactique, c'est le fun, parce que tu peux aussi jouer à différents modes. Parce que tu as un mode, c'est juste, tu fais un terrain. Dans le fond, il y a un gros paquet de cartes qui dit, qui est une suite de terrain, qui en fait, c'est une façon de disposer la carte, disposer les tuiles, qu'il faut que tu respectes, puis dans le fond, c'est juste faire un objectif, c'est fini. Puis tu as le mode de jeu opération, qui va jumeler plusieurs de ces cartes-là pour faire vraiment une grosse carte avec plusieurs étapes, qui va des fois aussi amener des embranchements, où on va commencer sur une carte, qui une fois va être complétée, va se séparer en 2. Puis là, il faut que tu fasses le choix de dire OK, je vais envoyer 2 commandos dans telle carte, puis 2 autres à la deuxième. Puis là, les 2 cartes se font en parallèle. Mais il faut que les 2 réussissent pour pouvoir progresser. Oui, en fait, moi, j'ai juste joué comme ça. Là. Je pense que c'est la façon la plus... Ben, c'est la plus cool aussi. C'est sûr que faire une carte, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Ça peut durer comme demi-heure max, là, ça va quand même assez vite. Ouais. C'est juste que moi, tant qu'à m'installer puis à sortir le jeu, j'aime ça comme me lancer à fond puis je tiens à faire une opération complète. Puis ce que j'avais fait, dans le fond, les opérations sont toutes datées dans le jeu, là, parce qu'elles sont basées sur des vraies opérations commando qu'il y a eu pendant la guerre. Fait que ce que j'avais fait, moi, c'est que je les avais mis dans l'ordre chronologique, puis j'essayais de les faire une à la succession de l'autre. Puis rapidement, je suis passé, le jeu a 2 modes de difficulté. Là. Rapidement, je suis passé au mode vétéran, là, qui est le plus difficile. Donc, ce que ça change, c'est juste qu'il y a plus d'ennemis sur la carte au départ, puis il y a certains terrains, dans le fond, que tu vas avoir une règle spéciale de plus. Là. Mais tu sais, c'est comme juste une petite affaire de plus, du genre, faut que tu réussisses ça en 4 tours au moins. T'as pas le droit d'utiliser tel objet ou whatever. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça rajoute un petit niveau de difficulté pour ceux qui ont vraiment maîtrisé le jeu de fond en comble. Puis si encore une fois, ça suffit pas, il y a aussi quelques extensions. Nous autres ici, on en avait une, je pense que c'était Résistance. Mais il y en a d'autres, là. Il y a Secret Weapon, Ghost, Celsius Operation, qui sont d'autres extensions pour le jeu. Ils sont pas très faciles à trouver, celles-là, par exemple, je pense. On a juste un Kickstarter, puis je sais pas si les extensions se sont rendues... Au détail, ouais. Même le jeu de base, je suis pas certain qu'il est... Facilement décotable. Ben moi, je le vois souvent passer sur les groupes de revente usagés. Là. C'est là-dessus que j'avais acheté ma copie. Non, les auteurs puis la maison d'édition ont fait dernièrement Assassin's Creed quelque chose Brotherhood. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ouais, qui était un gros Kickstarter, 2 ans je crois, là, qui est arrivé au backer en décembre dernier. Et donc c'est le même système de base, mais avec une thématique Assassin's Creed, les jeux vidéo encore. Mais cette fois c'est vraiment ils ont la licence, là, c'est pas juste inspiré d'eux. Ils ont rajouté quelques mécaniques de plus, puis c'est ça, au lieu d'être des jetons, c'est des belles figurines en plastique, puis tout le kit, là, c'est le gros bling. La grosse production. Oui. Si vous êtes jaloux de votre ami qui avait backé ce jeu-là, puis qui l'a reçu, gardez l'œil vert pour V-Commando. Ça va vous coûter moins cher, puis je peux pas dire si c'est aussi le fun ou pas, là, j'ai pas essayé l'autre. Ouais. Il y a probablement des mécaniques. Il y a des mécaniques supplémentaires dans Assassin's Creed Brotherhood. Là. Ouais, je sais qu'il y a une vraie campagne. Dans V-Commando, c'est vraiment juste des scénarios disparates. L'autre, il y a une campagne. Je pense que tu développes ta base aussi. Ouais, il y a une mécanique aussi de points d'altitude. Là. Dans le fond, tu peux être sur des toits ou dans la rue. Ça change un peu certains trucs. Ouais, fait que c'est quand même plus compliqué. Je sais pas à quel point que ça en vaut la peine. Là, parce que une des forces de V-Commando, je trouve, c'est justement sa simplicité. Là. C'est simple, mais c'est aussi... En fait, c'est que les règles sont simples. Jouer un tour, c'est facile, mais résoudre un peu le casse-tête pour aller
réaliser notre objectif, ça peut demander un peu de creusage de ménage. Ouais. C'est un bon petit défi, justement, en solo. Essayer d'optimiser son déplacement, puis bien jouer, faire un bon choix de personnage, bien jouer les différentes actions qu'on a à notre disposition pour arriver sans être détecté le plus possible. Ouais, puis je trouve la clé, c'est de savoir switcher c'est important de savoir quand qu'on switch du mode furtif au mode Rambo, parce que... Mais en fait, c'est pas correct de dire Rambo, parce que c'est plus commando, fait que c'est plus au mode Arnold. Bon point. C'est important de savoir quand est-ce qu'on switch en mode Arnold, puis qu'on se met à tirer dans le tas, puis à essayer de dégommer tout le monde. Parce qu'on peut pas se rendre jusqu'à la fin en étant furtif tout le temps. Puis de le faire au bon moment, justement, quand nous, on est sur des tuiles plus petites, parce que tu parlais tantôt des différentes grosseurs de tuiles. Ça va jouer sur la furtivité, mais ça joue aussi sur la facilité à toucher une cible sur une de ces tuiles-là. Donc les plus grosses cases sont plus ouvertes, donc on touche avec un 2 et plus. Les moyennes, c'est 3, puis les petites, c'est 4. Puis ça va autant pour les ennemis que pour nous. Fait que les ennemis, quand ils essaient de nous tirer, puis nous, quand on essaie de tirer les ennemis, dépendant sur quelle case ils sont, ben, ça va déterminer le nombre qu'il faut atteindre pour avoir une touche. À tout ça, on ajoute aussi les portes qui sont barrées, qu'il faut défoncer. C'est ça, on peut aussi barricader les points de renforcement d'ennemis. Fait que comme ça, on limite un peu l'afflux des soldats qui vont arriver sur le terrain. Puis ça nous permet justement de garder un peu le contrôle. Parce que si jamais... Ouais, c'est ça. C'est quand t'arrives pour piocher les nouveaux ennemis qui devraient arriver, puis là, il y en a plus. T'as perdu parce que les ennemis sont en surnombre. Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'est une des façons de perdre le jeu. L'autre, c'est si tous nos commandos meurent. Ouais. Ou certaines missions, des fois, ça va dire qu'il faut que tu réussisses l'objectif en temps de tour, sinon la mission est un échec ou... Ouais, ou quand t'escortes un VIP, si le VIP décède, c'est fini. Donc je pense que ça fait le tour pour V-Commando. Jeu qui est, c'est ça, comme on disait tantôt, je pense que par rapport à Spirit Island, il est plus simple. L'exécution d'un tour est plus facile. À la base, c'est aussi un jeu coopératif, là, mais comme je disais tantôt, c'est un jeu que, justement, oui, il est casse-tête, mais je trouve pas assez pour justifier d'être 4 cerveaux à essayer de résoudre ce puzzle-là. Ça va être quand même assez trivial, je trouve. Fait que c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup en solo, puis j'ai joué tous les scénarios, toutes les opérations, je les ai faites au moins une fois. Là, je pense que j'ai comme un peu fait le tour du jeu, là, à moins que j'achète une autre expansion, ou je vais peut-être attendre un peu puis me les reclaquer après, là, parce que ça va commencer à faire quand même longtemps que j'ai fait la première. Je les ai pas toutes faites d'un coup, puis il y en a quand même beaucoup, surtout avec l'expansion. Mais c'est pas un jeu que je voudrais jouer à plusieurs joueurs. Mais parce que toi, par défaut, t'aimes pas les jeux coop. Parce que t'aimes pas les gens, Sam. T'aimes pas les gens. Parce que, tu sais, l'essence d'un jeu coop, c'est justement, c'est de parler, c'est de réfléchir, d'avoir des opinions divergentes, puis de discuter, puis de vouloir frapper ton voisin parce qu'il y a vraiment une idée mauvaise, puis de le rappeler à l'ordre. Fait que toi, tu le jouerais en coop? Moi, je pourrais le jouer en coop. Je le jouerais peut-être pas à 4 personnes en coop. C'est peut-être un nombre restreint. Tu sais, peut-être à 2. Puis c'est ça, puis c'est que tu vas être limité aussi avec les scénarios, parce que techniquement, tu pourrais aller jusqu'à 6 même. Il y a certains scénarios que tu peux amener 6 commandos. Mais c'est pas tous les scénarios, non, que tu peux Non, fait que c'est ça. Fait que si t'es 3 joueurs, ben, il faut que tu fasses les scénarios à 3. 3 et plus. Ouais. Mais mettons que t'en fais un 4 pis t'es 3, il y en a un qui va contrôler 2 bonhommes, puis les autres un. Ou c'est un personnage qui est comme un, où on essaie d'avoir Ouais, mais un au final, tous les consensus. personnages vont être communs, puis tu vas prendre toutes tes décisions ensemble, là. Mais ça dépend aussi avec qui tu joues. Là. Des fois aussi, c'est que tu sais, t'as quelqu'un qui va faire le alpha player, qui pense que c'est la bonne idée, mais des fois il va se tromper, puis c'est important d'avoir... C'est là où les autres joueurs peuvent briller, puis le ramener à l'ordre, puis dire non, là, ça marchera pas, ou des fois tu vois pas tout ce qui peut se passer. Ben, moi, je vois tout, puis j'aime mieux le voir tout seul. Comme ça, quand je réussis, c'est grâce à moi, puis quand j'échoue, ben, c'est de ma faute. Mais... Ou c'est la faute des dés. Ouais, c'est surtout la faute des dés. La faute des dés, oui. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves la stratégie optimale qui va te faire rouler le moins de dés possible. Puis ça, tu peux le faire, là. Tu sais, parce que si t'arrives sur une tuile, t'es furtif. Non, il faut que tu fasses ton test de furtivité. Fait que t'as un dé encore. Ouais. Si tu le passes, par exemple, tu peux... Tu peux zigouiller les ennemis un par un. Sans trop de problème. Mais c'est vrai que ça... Tant que tu pognes le jeton qui fait que tu te fais repérer. Mais, tu sais, il y a moyen d'agir puis de planifier son tour en fonction de l'événement qui va être affiché. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, ça fait vraiment tactique. Chaque personnage est important, chaque action est importante, puis j'aime bien ça.
C'est plus simple, j'allais dire, que Spirit Island. C'est plus simple, mais une durée de vie qui est pas le moins longue. Ouais, c'est sûr que t'es limité par le nombre de scénarios qui est disponible, puis à un moment donné, c'est sûr, à un moment donné, tu peux faire le tour. Tu peux faire le tour de Vacant, tu peux pas vraiment faire le tour de Spirit Island. Non, parce que c'est ça, il y a, comme je disais tantôt, il y a 24 esprits différents maintenant. Il y a 7 adversaires qui vont tous avoir chacun leur règle spéciale, puis chaque adversaire a comme plusieurs niveaux de difficulté. Ils ont maintenant fait des règles pour combiner deux adversaires. Fait que si tu veux vraiment comme avoir une game méga tough, tu peux combiner les pouvoirs de deux adversaires, puis avoir un méga genre France-Angleterre qui a les forces et pas les faiblesses des deux nations. T'as des scénarios que tu peux ajouter aussi, combinés avec les adversaires. Ça, il y en a au moins une dizaine maintenant. Je me rappelle plus du nombre exact, mais bref, ça, c'est juste pour les adversaires. T'as tellement de combinaisons différentes. Puis là, avec 24 esprits, là, t'en joues, mettons, deux à chaque partie. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires possibles. Puis chaque paire va vraiment jouer d'une façon différente, mais en même temps, ils vont tous partager le même core, qui fait que t'as pas besoin de réapprendre le jeu à chaque fois, mais il va quand même avoir assez de variété pour que tu puisses rejouer encore et encore, puis que tu te tannes pas. Sauf que, moi, personnellement, je trouve que Spirit Island, il brille à pas jouer en solo. Moi, j'ai juste joué avec plusieurs personnes. Tu l'as essayé en solo? Mais c'est parce qu'en solo, tu vas pas jouer genre 4 esprits différents. Ben, tu pourrais, en fait, jouer quatre esprits différents. Je l'ai fait une fois. Ouais, mais là, maintenant, c'est que ça J'étais devient... brûlé du cerveau à la fin de ce game-là, puis ça m'a pris 4 heures, là, mais ça se fait. Mais c'est rough. Ouais, mais Mais il est beaucoup plus le fun. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer avec des gens puis à avoir justement des esprits qui étaient tous super différents, là. Ben ouais, je suis d'accord avec toi que ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est de trouver les synergies entre les différents esprits. Mais moi, c'est ça que je fais, je suis en solo, j'en joue deux ou trois, le plus souvent deux. Puis même là, tu peux quand même avoir beaucoup de synergie entre les esprits. Puis justement, je trouve que c'est plus facile de synergiser quand que tu sais exactement ce que les deux esprits peuvent faire, puis c'est quoi les cartes qu'ils ont dans les mains, puis c'est quoi leurs options ce tour-ci, tu sais. Quand tu joues à deux, tu sais, t'as une vague idée de ah ouais, lui il est bon dans telle affaire. En tout cas, si tu prends le temps de planifier chaque tour puis d'optimiser tout, ça va être vraiment long, je trouve, à deux, de discuter de toutes les possibilités, tout qu'est-ce que tu peux faire. Parce que quand t'es un, tu vois les deux paquets de cartes, tu prévois ton tour. Moi, je prévois mon tour avec un, mettons. Après ça, je vais prévoir mon tour avec l'autre. Après ça, tu sais, j'ai en tête ce que l'autre veut faire, puis je me dis ah oui, mais là si il me donne telle affaire, ben, ça me permet de faire ça en plus. Fait que là, je change le plan de l'autre. Puis tu sais, je trouve que c'est plus facile de négocier avec moi-même qu'avec un autre joueur. C'est sûr que quand t'as pas d'amis, c'est plus facile. Mais, Mais là, on parle de jeu solo. ouais, je sais. Mais moi, je pense que Spirit Island, il se joue mieux à plusieurs qu'en solo à cause du niveau de complexité. Pour commencer, puis pour apprendre le jeu, c'est mieux de jouer à deux ou trois. Puis c'est le fun. C'est le fun de l'interaction avec les autres joueurs dans ce jeu-là parce que, tu sais, nous autres, en plus, on s'est un peu laissé le champ libre, là. Chaque joueur avait un peu son... Ouais, mais c'est souvent ce qui finit par arriver, là. Chacun fait sa petite affaire sur son board. Tu vas pas trop jouer dans les plates-bandes de l'autre. Puis au final, tu fais pas tant de synergie, je trouve. Ben, nous autres, Tu finis par le faire au fur et à mesure que la partie avance. Puis tu vas dire, ah bah tu sais, je suis pas capable de gérer ce terrain-là. Y a quelqu'un qui peut mettre une défense ici? Ou tu sais, ce genre de truc-là. Puis c'est dans le choix des cartes aussi, que c'est que on se laissait le choix. Tu sais, si t'as accès à toutes les cartes, c'est sûr que tu sais, tu t'optimises ton truc, mais à la limite, c'est comme plus facile. Tu sais, t'enlèves le défi de te coordonner avec quelqu'un qui a peut-être pas pris la bonne carte. C'est sûr que moi, j'aime ça. Ah, mais si tu veux te donner du défi, là, tu fais juste monter le niveau de difficulté. Là. Ce jeu-là, il y en a tellement. Là. Ouais. Tu rajoutes un adversaire niveau maximum, plus un scénario, plus tu peux choisir. Tu sais, il y a certains esprits qui sont plus performants contre certains adversaires que d'autres, d'autres qui le sont moins. Mais t'es capable de gagner avec n'importe quel esprit contre n'importe quel adversaire de n'importe quel niveau. Fait que oui, si tu veux te donner du défi, je pense que tu sais, il y a moyen de le faire avec ce que juste avec le jeu plutôt que juste de se donner le défi de jouer, de traîner un boulet. Ouais, je suis peut-être nostalgique du temps où est-ce qu'on pouvait s'inviter 4-5 personnes pour jouer à un jeu. Ben, tu vois, je le jouerais pas à 4-5 personnes, celui-là. Parce que justement, ça devient trop long. Ouais, je jouerais à 4. Avec, en choisissant mes joueurs. Ouais,
J'ai joué quelques fois à cartes parce que c'était le fun, mais souvent, je trouve que ça devient... La partie dure un peu trop longtemps. Puis c'est ça. Là, je viens que j'ai assez de temps pour penser à mon tour, je commence à penser au tour des autres, qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis le plaisir diminue. Ah, Fait que je joue à deux, n'importe quand, trois aussi, mais je pense que ma façon préférée de jouer, c'est en solo avec deux ou trois esprits. Comme si on était deux, trois joueurs, mais tout Sam qui décide. c'est ça les bons jeux. C'est quand Sam, il décide tout. Donc c'est ça, je pense que ça fait le tour de nos deux jeux. Donc, pour vous rappeler, le duel, c'était la thématique jeu solo, où je défendais V-Commando et où Sam défendait. Spirit Island. Donc, dites-nous pour quel jeu vous allez voter. Hashtag Team Vince ou hashtag Team Sam. Fait que lequel vous allez apporter dans votre Faucon Millennium personnel. Parce que c'est des jeux solo. Oh my god. Je l'avais même pas vu. Oh, on peut-tu la couper celle-là? Non. C'est moi qui décide ça. Donc, c'est ça. Puis sinon, dites-nous, c'est quoi les jeux que vous aimez jouer en solo? Parce qu'il y en a plein des jeux qui peuvent se jouer en solo. Tout ça sur Facebook, sur Instagram, sur Discord maintenant. Ben oui, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, de joindre le channel, d'aller voter pour tous les épisodes passés, présents et futurs. Parce que, évidemment, on finira pas maintenant. Non, on ne fait que commencer. Si vous voulez aider le podcast, vous pouvez en parler à un ami qui pourrait aimer ça. Allez nous rater sur votre plateforme, là, Apple Podcast. Spotify maintenant permet aussi de donner 5 étoiles à vos podcasts préférés. Fait que c'est ça, partagez, ratez, commentez. Puis donnez-nous votre avis. Sinon, on veut remercier aussi Chrysalis pour notre chanson thème. Yes! On se revoit la prochaine fois. On va passer de solo à duo. Ouais, les jeux en couple, mais pas ce genre de jeu-là. Bye! Alors aujourd'hui, la thématique elle sera Relié à ce carré-là. Ok, on va peut-être reprendre ce bout-là. Parce que là, j'ai l'air tata. T'as perdu parce que t'es en surnombre. C'est ça. Parce que les ennemis sont en surnombre. Ou t'es en surnombre de 3 contre 28. Mais t'as bu de la potion magique, fait que t'es en surnombre.